Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette troisième série de notre entretien avec notre invité avec qui nous avons démarré le premier numéro. Nous sommes rendus au troisième et aujourd'hui nous abordons avec notre invité témoin de cette semaine la troisième thématique consacrée essentiellement à comment l'Afrique peut-elle profiter de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour se positionner dans le monde du négoce et devenir pourquoi pas une très grande puissance mondiale. On en parle dans quelques instants avec notre invité Ernest Yacounté pour ce troisième numéro d'entretien. Il est une fois de plus avec nous. Bienvenue à tous et à toutes. Ernest Yacounté est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Romary Tanda. Merci infiniment. Je vous trouve plutôt souriant ce matin, vous êtes plutôt jovial. Je suis toujours jovial. Oui. Et c'est tout un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus sur votre plateau. J'espère que, comme je le dis d'habitude, vos nombreux téléspectateurs auront quelque chose de... ressortiront avec quelque chose de d'encore plus alléchant. De beaucoup plus alléchant. Ouais. D'accord. Je rappelle une fois de plus aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent, que vous êtes l'un des rares spécialistes du négoce des matières premières sur le continent africain, formé en Belgique. Et je suis sûr que c'est à coût de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et Ernest Yacounté est allé suivre sa formation. Et aujourd'hui, il parle escalité du négoce des matières premières sur le continent africain. Avec vous, on aborde la thématique, comme je disais d'entrée, dans cette émission de comment l'Afrique peut-elle profiter de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour se positionner dans ce grand conflit, dans ce grand contexte international où il est question pour les différentes nations de se mettre à des positions encore plus stratégiques lorsqu'il existe ce type de conflit. Mais avant qu'on entre effectivement dans le plein fouet et le plein sujet de cet entretien, un commentaire qui a été réalisé sur la page du docteur Claudel Noubissi qui a repris cette production que nous avons réalisée de votre part, la dernière que nous avons faite sur l'éducation et la formation des Africains dans les programmes scolaires et universitaires du négoce. Un commentaire qui m'a marqué et j'ai voulu partager cela d'entrée d'émission avec vous, de ce Camerounais, je ne sais pas s'il est Camerounais ou de cet Africain qui dit qu'effectivement, le problème sur le continent africain, c'est que les jeunes ne connaissent même pas ce que c'est que les matières premières. Vous dénonciez ça déjà dans la précédente émission. Alors, qu'est-ce qu'un commentaire comme celui-là vous fait? Il corroborait ce que vous disiez. Voyez-vous, c'est, je dirais, cet internaute a vu juste. Oui. Parce que il sera difficile pour quelqu'un de défendre une matière première lorsqu'elle ne connaît même pas la nature de cette matière première. Si vous allez faire des études, on vous parle par exemple du blé, mais vous n'avez jamais vu le blé de façon physique, il sera difficile pour vous de vous ressentir. Il n'y aura pas de lien, il n'y aura aucun contact. Et je trouve que cet internaute a parfaitement compris le message et nous souhaitons que les Africains prennent de plus en plus je dirais, nous souhaitons que les Africains soient de plus en plus sensibilisés sur ce genre de sujet. Mais un message comme celui-là, ça vous fait chaud au cœur quand même? Ça fait comprendre que le message ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Et ça fait plaisir. D'accord. Alors, dans les précédentes émissions, vous avez posé les jalons de la définition du négoce, du négociant et même d'une société de négoce. Alors, maintenant, dites-nous, que peut réellement et concrètement faire une entreprise de négoce? Quel est le but d'une entreprise de négoce? Laissez-moi m'arranger avant de mieux vous répondre. En principe, ce qu'il faut connaître d'une entreprise de négoce. Il est vrai, la dernière fois, j'ai donné une définition littéraire de la chose. Une entreprise de négoce se charge du sourcing, du transport, de l'acheminement, de la finance et je dirais quoi, du droit d'une marchandise. C'est-à-dire que l'entreprise de négoce s'occupe du déplacement de la marchandise d'un point A jusqu'au point, disons, Z, pour respecter le cahier des charges de ses différents clients. C'est en gros le rôle d'une entreprise de négoce. Elle a pour rôle de se rassurer qu'à toutes les étapes
du transport ou bien de l'acheminement de la marchandise, que les règles soient respectées. L'entreprise de négoce doit se rassurer que le produit qui quitte d'un pays pour un autre respecte les normes, respecte les normes de qualité, respecte, je dirais, entre autres, le procédé. Oui. Est-ce que le produit est accepté? Est-ce que c'est un produit qui n'est pas défendu dans le territoire où il s'en va? C'est en fait ce que l'entreprise de négoce doit assurer. Elle ne s'arrête pas à mettre entre je dirais, l'entreprise ne s'arrête pas à mettre en contact deux autres entités. Non, elle s'occupe de toutes les étapes et surtout le financement. Oui. L'entreprise doit se rassurer que le financement a été fait. Est-ce que les entreprises, est-ce que la procédure, est-ce que le droit a été respecté? C'est dit que l'entreprise de négoce ne s'arrête pas simplement à l'intermédiation. Non. C'est une entreprise qui suit, qui doit avoir une très bonne base juridique. Est-ce qu'elle doit aussi acheter l'entreprise de négoce? Il arrive à un niveau où pour multiplier le bénéfice ou les profits, les entreprises de négoce vont dans l'achat. Oui. Il y a des entreprises de négoce qui vont jusqu'à acheter les usines. Là, c'est pourquoi? Pour multiplier le gain. D'accord. Donc, mais au préalable, l'entreprise de négoce se sert essentiellement de prendre le sourcing, qui veut dire chercher le produit dans un point A et l'acheminer vers le client. Oui. Mais lorsque vous avez assez de moyens, vous pouvez acheter le produit, transformer et revendre. On a le cas avec plusieurs entreprises. Est-ce qu'il y a du gratuit dans cela? Nous sommes dans un monde capitaliste et qui dit capitaliste dit forcément bénéfice. Direct. Direct, il n'y a pas de charité. Dites-vous, il n'y a pas de charité. Pas du tout. Il n'y a pas moyen de prendre la marchandise, livrer avant d'être attendu, avant d'attendre qu'on vous paye plus tard? Il existe des mécanismes. Il existe beaucoup de mécanismes et c'est ce que j'incite les Africains à connaître. Parce que, voyez-vous, M. Tanda, il existe un mécanisme où vous pouvez, sans moyens financiers, prendre la marchandise, le vendre, avant de rembourser le financier. Je vous donne un schéma pour que vous puissiez bien comprendre. On va par l'exemple d'un instrument financier qu'on pourra dire, je donne un exemple de n'importe quoi, la garantie bancaire ou bien la SBLC, qui veut dire Stand-by Letter of Credit. Ça fonctionne comment? Ça a plusieurs usages. Vous avez un produit dans un point A, vous n'avez pas de moyens. Et c'est ce que les négociants font. Vous n'avez pas de moyens, vous allez contacter un financier qui vient dire au producteur de vous livrer la marchandise. Avec les garanties, bien sûr. Et c'est le financier qui met son argent en garantie. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le négociant n'ayant pas le produit, la garantie qu'il donne au financier, c'est la matière première. La matière première ne l'appartient pas du tout. Mais il s'arrange à prendre la matière première qu'il donne chez le financier en garantie. Et une fois qu'on a acheminé le produit chez lui, il revend, rembourse le financier avec des intérêts et paye le client. Nous allons parler dans le quatrième entretien que nous aurons d'une notion que vous avez abordée dans la deuxième ou la première émission que nous avons réalisée, que vous avez baptisée la finance transactionnelle, qui est une sorte de finance qui échappe même aux plus grands banquiers qui ne savent pas comment ça fonctionne apparemment, qui est une source de finance bien utilisée dans le domaine du négoce. Nous en parlerons dans la quatrième émission. Tout à l'heure, vous avez évoqué les entreprises des négoces, notamment dans le domaine de la finance et de certaines difficultés. Quelles sont les difficultés financières que peuvent rencontrer les entreprises des négoces, étant donné qu'aujourd'hui, dans votre discours, vous incitez la création de ces écoles, de ces entreprises des négoces sur le continent? Comme toute entreprise, je vous dirais que les entreprises de négoces rencontrent les mêmes problèmes financiers. Sauf que l'avantage avec ces entreprises, c'est qu'elles sont moins capitalisées et les bénéfices sont énormes. Expliquez-nous cela concrètement. Je vous explique. Une entreprise de négoce, je vous ai donné un exemple tout de suite qui vous fera mieux comprendre.
Une entreprise de négoce, par exemple, qui veut affréter un navire, je prends l'exemple chez nous pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui. En 2021, nous avions pour projet d'affréter notre propre navire. L'affrètement du navire nous coûtait environ 4 à 5 milliards. Mais nous n'avons pas 5 milliards. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers un financier, j'ai bien dit, la capitalisation est faible. Oui. On va vers un financier qui nous demande, par exemple, de mettre à disposition 300 millions. On met 300 millions dans notre banque, qu'on bloque dans notre banque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met à la disposition du fournisseur les 4 milliards. Le fournisseur nous envoie la marchandise, Oui. nous revendons avant de payer les différentes parties. Vous comprenez que la capitalisation est faible. Nous avons mis 300 millions pour recevoir une marchandise de 4 à 5 milliards. Nous revendons et par la suite, on peut se retrouver avec peut-être 500, 600 millions de bénéfices. Maintenant, sachez que dans ce monde, ça se fait en 21 jours. Je prends l'exemple du sucre. Oui. Ça se fait en 21 jours. Vous voyez, la capitalisation est faible et le rendement est énorme. Énorme. Mais tel que présenté, vous allez me demander pourquoi nous ne l'avons pas fait. Malheureusement, il y a eu la crise qui se joue en ce moment entre l'Ukraine et qui a perturbé le marché international. Mais voilà en gros comment fonctionnent les entreprises de négoce. Le plan financier, c'est ça. Et il y a un deuxième point. Les entreprises de négoce fonctionnent énormément avec des banques. Oui. Et ce qui pénalise les pays africains, c'est que sur nos marchés, nous n'avons pas de banques d'investissement. Nous avons plus de banques commerciales qui vous, à la limite, qui vous vendent de l'argent. Contrairement aux banques d'investissement qui vont investir. Exactement, qui font des placements. Il suffit de venir avec un bon produit, vous n'avez pas de moyens, ils injectent de l'argent. Oui. La garantie, c'est parfois l'assurance. Chez nous, malheureusement, nous n'avons pas. Nous n'en avons pas. Alors, tout ça, c'est des négociants qui sont au cœur de ce type de transactions. Alors, est-ce que ces négociants peuvent jouer un rôle pour permettre à l'Afrique de profiter des grandes crises mondiales? Est-ce que c'est possible? Je vous l'ai dit dans nos précédentes interviews que nous sommes dans un monde géostratégique. Et j'ai dit que la majorité des crises à travers le monde sont soutenues par des négociants. C'est-à-dire que vous comprenez par là que le négociant est au cœur de l'économie mondiale. Il suffit pour nous, Africains, d'avoir des entreprises de négoce fortes pour renverser les choses. Puisque, je vous donnerai l'exemple pratique. Nous venons de sortir d'une crise sanitaire pratique mondiale. Avec le Covid-19. Exactement. La majorité des entreprises qui ont gagné de l'argent sont les entreprises du négoce. Parce que, pendant que tout le monde est confiné, étant chez vous, vous réussissez à avoir votre petit déjeuner. Vous réussissez à avoir votre baguette. Vous réussissez à avoir de l'huile. Vous réussissez à manger. Comment ces aliments ont fait pour se retrouver chez vous? Les négociants étaient derrière. Ils étaient toujours, tout à l'heure, j'ai dit, ils s'occupent du sourcing. C'est-à-dire que pendant que vous êtes confinés, ils sont en train de travailler en off. Ils font en sorte que la marchandise ne s'arrête pas, que les mouvements ne s'arrêtent pas, les mouvements financiers, que les mouvements de marchandises ne s'arrêtent pas. Ils se font beaucoup d'argent. Comme quoi, dans toute économie, il faut absolument, je le dirais encore, absolument renforcer le pouvoir des négociants. Et pendant cette période, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes confinés et les négociants des autres continents sont en train de gagner assez d'argent sur nous parce que nous n'avons pas de solution. Mais comment nous devons faire? Comment les négociants africains doivent faire concrètement pour profiter, pour permettre à l'Afrique de profiter de ces grands conflits mondiaux? Il faut savoir que il n'y a pas de développement sans volonté politique. Je vais reprendre. Il n'y a pas de développement sans volonté politique. Et pour qu'il y ait développement, dès qu'il y a la volonté politique, on l'a dit la dernière fois, il faudrait que le système éducatif suive. Et par la suite, on doit renforcer
le tissu économique. Créer des entreprises de négoce très fortes. Oui. Lorsque une entreprise de négoce sait qu'il a son gouvernement derrière lui pour le soutenir, il va sans trembler. Elle va, je veux dire, elle va sans trembler. Mais si l'entreprise n'a aucun soutien, l'entreprise opère dans un environnement où les acteurs en place qui étaient censés le soutenir ne savent même pas de quoi il est question, vous comprenez qu'il y a des hésitations. Il y a évidemment des hésitations. Et ça revient à dire que une fois qu'il y a le soutien de nos politiques, et une fois que cette politique rassure les entreprises de négoce, beaucoup de choses se passeront. Vous comprenez? Vous verrez les entreprises faire des choses extraordinaires. Oui. Tant que vous n'avez pas de soutien politique, vous êtes frileux. Vos actions sont vides. Exactement. Elles sont tétiques. Alors, la Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est un conflit qui est... et cela dure depuis plusieurs mois, on le sait. Mais dans tout cela, l'Afrique semble spectatrice. Pourquoi cela? Comme toujours, vous me faites rigoler. J'aime bien l'expression « nous sommes tout le temps hors sujet ». Nous sommes tout le temps hors sujet. Les Africains ne sont pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs, mais nous sommes des acteurs qui jouent plutôt dans les gradins. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais si vous jouez dans les gradins, en réalité, vous ne jouez rien. Parce que ne joue pas sur la pelouse. Exactement. Oui. Tout se passe sur la pelouse. Pour mieux comprendre, allez écouter les débats politiques. Allez écouter les débats économiques. Pendant des débats, nous avons des panélistes qui passent le temps à expliquer la crise, qui passent le temps à expliquer les enjeux. Mais à quel moment on doit faire un débat pour dire comment les Africains peuvent profiter de la crise? On est fatigué des débats creux. On est fatigué. Nous avons besoin, les entrepreneurs africains ont besoin des gens, des panélistes qui expliqueront que dans cette crise, le blé est moins cher. Je vous donne une anecdote pour que vous puissiez bien comprendre. La tonne de blé, pendant que nous faisons cette émission, la tonne de blé a baissé le prix en Russie. Avant, on achetait la tonne de blé à, je dirais, entre 15 et 20 roupies. Entre 15 et 20 roubles. Aujourd'hui, le kit, excusez-moi, pour ne pas aller dans tous les sens. Tout à fait. Il y a un an de cela, à cette période, le kilogramme de blé coûtait entre 15 et 20 roubles en Russie. Aujourd'hui, le kilogramme coûte entre 9 et 10 roubles. Pourquoi? Parce que le marché est saturé. Il y a une surproduction. Et la récolte de l'année dernière est stockée. Oui. Pendant ce temps, les nouvelles récoltes arrivent. Il faut déstocker. Il faut déstocker. On est obligé de baisser les prix. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de débattre de la crise. Au lieu de donner les astuces, expliquer aux gens que ce blé a besoin des acheteurs. Ce blé a besoin désespérément des acheteurs. Mais malheureusement, nous sommes carrément à côté de la plaque. Alors, dans quelques instants, nous verrons le rôle que peuvent jouer les négociants dans une guerre comme celle-là pour permettre au continent africain de mieux se positionner. Je propose qu'on en parle dans une poussière de secondes, le temps pour nous de faire un clin d'œil à notre partenaire. A tout de suite. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien avec RT, toujours avec notre invité Ernest Tchakouté. Alors, quel est donc aujourd'hui le rôle que peuvent jouer les négociants africains pour permettre au continent de gagner sa part de guerre dans ce conflit qui oppose aujourd'hui la Russie et l'Ukraine, ou bien dans tous les autres conflits? Monsieur Romaric Tanda, lorsqu'on prenait la pause, je vous expliquais que pendant que nous enregistrons cette émission, le prix du blé en Russie est tellement bas. Qu'est-ce que les négociants devraient faire? Au lieu de nous distraire, au lieu de passer le temps à distraire la population africaine avec des débats sans fin et inutiles dans nos chaînes de télévision, si nous avions des sociétés de négoce très fortes, ces entreprises de négoce
affréteraient leur propre navire, et iraient en Russie, Oui. prendre ce blé qui est très bas en ce moment. On ne subirait pas ces humiliations où un chef d'État va supplier carrément un autre chef d'État pour qu'on lui donne à manger. On ne serait pas à ce niveau. Les entreprises de négoce iraient carrément prendre ce blé à bas prix. Mais puisque l'Afrique n'a pas d'entreprise de négoce forte, ce sont les autres qui viennent nous donner de quoi manger. Nous sommes à leur merci. Donc, je prends l'exemple uniquement du blé. Je vous ai dit dans une émission précédente que il existe des entreprises qui affectent leurs propres navires, qui chargent les cales et sonnent les mers pour revendre. Oui. Avec des entreprises de négoce africaines fortes. Ces entreprises, vous contactez carrément ces affréteurs. Vous contactez ces entreprises qui ont des produits en mer et qui les ramènent directement chez vous. Vous comprenez que dans un jeu de guerre où c'est toujours l'autre qui nous apporte la solution à nos problèmes, nous serons tout le temps assujettis. Oui. Nous serons tout le temps à leur merci. Ils nous fixeront des règles, des conditions inimaginables. Pourtant, avec des entreprises locales de négoce, les solutions viendront de nous. Les solutions sortiront dans nos rangs, si on peut dire ainsi. Donc, il y a tellement de solutions. Oui. Et même, les pays occidentaux sont en conflit avec l'Occident, avec la Russie. Si nous avions une entreprise de négoce forte, par exemple, au Cameroun, rien ne nous empêche d'aller en Russie créer une autre entreprise de négoce pour aller sourcer le produit dès la base et chercher des navires qui n'ont que besoin de travailler. Ne me dites pas que pendant qu'il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine, les navires ne naviguent plus en mer. Les naviguent naturellement. Et le navire est comme un véhicule. Si vous allez voir un conducteur ou bien un locataire de véhicule, vous lui dites que vous voulez louer son véhicule pour aller dans une zone en conflit, il ne vous refusera pas. Il vous dira simplement, est-ce que vous êtes capable de payer l'assurance? Est-ce que vous êtes capable de prendre en charge les dommages que mes appareils pourront subir? Si vous êtes capable, il met son véhicule à votre disposition. Oui. Et c'est le cas avec des grandes entreprises de négoce africaines. Il nous suffit d'affréter nos propres navires et aller prendre toutes ces matières premières dans ces pays. Votre démonstration est très intéressante parce que, nonobstant ces conflits mondiaux qui existent, on voit bien que les négociants de ces pays parviennent à se déployer sur le continent africain et travailler sans aucun problème. Pourtant, on parle aujourd'hui des milliers de personnes qui sont décédées dans les conflits mondiaux. Pas très loin de nous, en République démocratique du Congo, on voit comment beaucoup de jeunes sont exploités. Il y a des personnes qui meurent presque tous les jours dans des grands conflits parce que nos matières premières sont exploitées. Et là, les Occidentaux immédiatement se positionnent pour continuer de négocier nos matières premières et parfois nous damer le pion sur notre propre terrain. C'est comme pour dire que beaucoup de tapage médiatique, on fait beaucoup de tapage médiatique par exemple sur les guerres en Ukraine et autres, mais les négociants de ces pays continuent de fonctionner, alors que chez nous c'est un peu le contraire. Je vais mettre de l'eau dans votre moulin. Il faut se demander pourquoi autant de tapage pour une crise entre deux voisins. Les Russes, Indiens et Ukrainiens, c'est le même peuple. Tout à fait. Pourquoi autant de tapage? Pourtant, tout à côté de nous, à RDC, on est pratiquement 5 millions de morts. Pourtant, la RDC est sur les matières premières. Comme on le dit généralement, c'est une catastrophe géologique. Totalement catastrophique sur le plan géologique. Figurez-vous que pendant que les deux pays, prenons ces deux conflits, il y a un conflit à RDC. Oui. Le monde a plus besoin des matières premières qui viennent de la RDC que du blé. Tout à fait. Mais il y a une forme de silence sur le conflit
en RDC. En RDC, tout à fait. Parce que quoi? Les négociants derrière sont des négociants occidentaux. Je vous explique. Si en Afrique on avait des négociants, des grandes entreprises de négoces fortes, le conflit de RDC serait arrêté il y a longtemps. Oui. Où il devrait avoir un gros tapage. Oui. Ils sont obligés de faire quoi? Puisqu'en Russie, il y a du blé, on doit subventionner des médias qu'ils en parlent tout le temps parce que ces entreprises de négoce ont besoin de faire des profits. À force de vous dire qu'il y a une crise, et en vous annonçant, quand vous risquez de mourir de faim, vous êtes prêt à acheter À n'importe quel prix. Pendant ce temps, le monde pour fonctionner a plus besoin de cobalt. Le monde a plus besoin de fer. Le monde a plus besoin d'or. Parce que les derniers chiffres, vous m'avez pris de façon ramassée, je n'étais pas préparé, mais je vous le dis. Vous allez prendre un pays comme le Congo qui produit assez d'or. Mais l'État congolais, 2021, ou bien l'État de Katanga, Oui. a fait une recette de 750 000 $. Pourtant, l'or qui a été produit sur place a rapporté plus de 50 milliards de dollars. Qui sont les gens qui profitent? Ce sont des entreprises de négoce. Comme toutes ces entreprises sont occidentales, ça les arrange qu'il y ait un silence absolu sur cette crise. Oui. Mais si on avait des entreprises de négoce fortes en Afrique, pensez-vous que moi, négociant, je pourrais me taire de savoir que tout à côté de moi, j'ai une matière première, j'exploite un lopin de terre où mes frères décèdent? C'est pas possible. C'est pour cette raison quoi. Vous allez faire la différence entre les deux conflits. Oui. Vous verrez que le conflit en Russie fait plus de tapage que le conflit en RDC. Tout à fait. Pourtant, le monde a plus besoin de la RDC Que de la Russie. que de la Russie. En matière première. En matière première. Tout à fait d'accord avec votre démonstration. Alors, Monsieur Tchakoute, vous qui êtes spécialiste du négoce des matières premières, donnez-nous quelques pistes qui pourront être bénéfiques pour l'Afrique dans la guerre qui oppose actuellement l'Ukraine et la Russie. Excellente question. Je ne m'attendais pas à ce genre de questions. C'est en cela que je dis, je vous dis bravo. Parce que je souhaite que vos téléspectateurs puissent comprendre ce que je veux dire. Il est inadmissible qu'il y ait une guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, où les Occidentaux se sont embarqués. Oui. Et à tous les coins, ils ont créé une forme de chasse à l'homme à l'endroit de tous les Russes. Soit dit qu'ils sont des oligarques à la solde de Poutine. Mais qu'est-ce que les pays africains font? Nous sommes neutres. Pourquoi n'allons-nous pas capter ces oligarques et les renvoyer en Afrique? Moi, à la place d'un État, qu'on mette sur pied des stratégies marketing destinées aux oligarques russes. Parce que pendant qu'on le fait, qu'est-ce qu'on fait? Les pays du Golfe captent tous ces gens. Tout à fait. Avec tous les milliards qu'ils avaient, ils sont en train de prendre ces milliards. Ils vont s'installer par exemple à Dubaï, à Abu Dhabi. Les Arabes. Chez les Arabes. Oui. Mais nous sommes spectateurs. Nous sommes dans des débats inutiles, des débats vides. Voilà une stratégie simple. Que pendant qu'il y a une crise, surtout une crise dans laquelle nous ne sommes impliqués en rien. Rien du tout. Aucune loi n'interdit d'attirer les investisseurs chez vous. Aucune loi ne vous interdit d'aller demander aux gens de venir chez vous vous installer. Par exemple, le président de l'ancien président du club Chelsea, Exactement. qui est une mastodonte Exactement. dans le monde des affaires. Voilà quelqu'un que l'Afrique pouvait attirer. Exactement. Par exemple, venir Il investir. n'est pas Pourquoi seul. pas dans le football africain? Laissez-moi vous dire quelque chose, M. Miromari Tanda. Dans le monde, nous avons les énergies, Oui. l'agriculture et les hydrocarbures qui pèsent 8 trillions de dollars. Comprenez très bien. Ça fait 8 000 milliards de dollars. Et cet argent, ça s'est géré en Suisse. La grande majorité d'entreprises de négoce, Oui. essentiellement d'agriculture et de
d'hydrocarbures était basé en Suisse et avait pour responsable des Russes. Qu'est-ce qui empêche les pays africains? Au lieu de voir un chef d'État qui va, excusez-moi ce que je veux dire, qui va à la limite s'agenouiller pour demander de quoi manger, Pour commander à la limite. demander de quoi manger, pourquoi ne pas envoyer un premier ministre vers ces oligarques Oui. en leur disant, venez chez nous Venez chez nous en Afrique. nous créerons des conditions pour vous, nous vous donnerons 2-5 hectares sur lesquels vous pouvez construire vos châteaux, nous vous mettons à disposition des allègements, venez construire des hôtels, venez construire des industries, vous aurez une exonération fiscale sur Venez 10, faire des 20, 30, 40 ans, 50 ans même. En tant que businessman, une fois que vous leur mettez les conditions, ils viendront en Afrique. Ils n'iront pas là-bas. Et lorsqu'ils viendront, ils vont créer des emplois. Ils vont développer des secteurs. Oui. Et étant négociants, vous comprenez que leur activité va se passer essentiellement sur le continent africain. Et il y aura des sous-traitances. À la limite, à la fin, c'est l'Afrique qui gagnera. Mais vos messages et vos conseils semblent hyper intéressants, extrêmement productifs pour le continent. Vous qui formez des apprenants, est-ce que vous leur tenez ce genre de discours? Est-ce que vous leur donnez ce type de secret? Vous savez, si vous trouvez que ce que je dis est intéressant, imaginez bien ce qu'on peut dire en privé. Lorsque nous faisons des formations, ce que nous disons va au-delà de ce que vous pouvez entendre. Parce qu'il y a beaucoup de secrets. Il y a énormément de secrets. Et c'est d'ailleurs pour cela que du 14 au 20 octobre, nous serons aux Seychelles pour la formation du négoce des matières premières. Et lors de cette formation, nous expliquons tout dans le moindre détail. Et croyez-moi, je donne des exemples. Il y a des situations où j'explique comment je me suis déplacé d'un pays à un autre dans certaines conditions que je ne pourrais pas expliquer ici. Et je donne des photos, je donne des preuves à l'appui en expliquant à ces gens que vous avez pour devoir d'être la relève. L'Afrique compte sur vous. Si les gens en place n'ont pas compris le sens du message, vous avez pour devoir d'aller de l'avant. Oui. Et ensuite, nous sommes conscients que tout le monde n'a pas 2 200 000 francs. Parce que ça fait 2 200 000 francs quand même pour venir, 2 200 000 francs CFA, pour venir nous rejoindre aux Seychelles. Et c'est vrai que ça prend en charge, nous prenons en charge le visa, l'hébergement, la restauration, Oui. le déplacement, la visite touristique. Nous remettons en plus un ordinateur aux participants. Mais on sait et nous sommes conscients que tous ceux qui suivront, par exemple, votre mission, n'ont pas cette somme. Tous ceux qui suivent n'ont pas cette Non, somme. pas cette somme. Nous avons prévu de façon pas permanente, de façon occasionnelle, certaines formations en ligne. Par exemple, nous avons une formation qui commence le 20 de ce mois d'août Oui. sur le négoce des hydrocarbures. On vous montre comment vous devez être négociant des hydrocarbures. Car il est inadmissible, M. Romagny Tanda, il est inadmissible que ce soit les Italiens, que ce soit les Français, les Hollandais qui nous vendent le pétrole en Afrique. Le jour où ils sont fâchés, on risque d'avoir pénurie. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Si nous étions habilités, si nous avions des armes, nous serons en même de négocier nos propres hydrocarbures. Tout à fait. Et sans oublier que, une petite anecdote pour que vous puissiez bien comprendre. Dans le négoce, il existe une partie qu'on appelle le raffinage synthétique. Quand vous comprenez le fonctionnement du raffinage synthétique, vous avez mal au cœur. Je vous explique rapidement. Et nous expliquons tout ceci aux négociants, Oui. à nos apprenants. Ça consiste à quoi? Depuis les indépendances, nos entreprises, nos États se font gruger par le raffinage synthétique. Vous allez prendre l'exemple d'un pays comme le Nigeria. Le Nigeria produit le pétrole brut. Les négociants discutent avec les raffineries. Nous vous apporterons le pétrole brut. Vous nous donnerez le pétrole raffiné. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre, disons, 1 million de barils de pétrole au Nigeria. Oui.
Ils vont remettre la raffinerie. Et il faut comprendre qu'une fois le pétrole raffiné, on a pratiquement 227 dérivés. Ils viennent prendre, lorsqu'ils prennent le pétrole raffiné, ils ramènent le pétrole raffiné qu'ils revendent aux pays producteurs, disons le Nigeria. Et derrière, on a le gasoil, Oui. on a le jet A1, on a le pétrole, on a le kérosène. Ils viennent revendre ça. Pourtant, tous ces produits sont les dérivés du pétrole brut. Tout à fait. Et ces entreprises bénéficient 4, 5, voire 10 fois plus que le pays producteur du pétrole. C'est ça une astuce dans le négoce qu'on appelle la raffinerie synthétique. Et n'oubliez pas qu'après avoir rapporté le pétrole, après avoir rapporté le gasoil, il y a le goudron qui reste. Il y a la téléphtalate. Il y a la houille, le charbon. On a la brosse à dents. Il y a des parties, il y a le caoutchouc. Il y en a tellement de dérivés qui sont revendus à d'autres États. Mais nous sommes concentrés au pétrole brut, malheureusement. Mais monsieur Kiakouté, voilà ce type de message qui devrait pulluler sur le continent africain. C'est ce type de message qui devait être relayé par la plupart de nos jeunes combattistes et influenceurs sur les réseaux sociaux afin de permettre à l'Afrique de comprendre l'urgence et la nécessité d'ouvrir les yeux sur l'exploitation de ces matières premières. Mais nous semblons plus occupés par autre chose. Vous ne pensez pas? Tout à fait. C'est de bonne guerre, M. Romaric Tenda. Les autres ont intérêt à nous voir sous-développés. Parce que notre sous-développement ils tirent leur développement de notre sous-développement. Et surtout le sous-développement intellectuel est l'un des outils, une arme qu'ils utilisent en puissance. L'abrutissement. L'abrutissement. Je vous donne un exemple. Figurez-vous que peu de gens me connaissent. Il y a des gens qui ne me connaissent pas parce que je n'agis pas. Oui. Je fais beaucoup de choses, mais sur mes pages, sur les réseaux sociaux, oui. mes pages sont tout le temps censurées. Et j'ai subi une forme de trac à la limite. Oui. Parce que le message que je porte n'est pas le message qui arrange ceux d'en face. Vous irez sur ma page de Jungle, en anglais, de Jungle. Vous avez rien que le titre, le nom de la page vous fait comprendre dans quoi nous sommes, la jungle. Je laisse comprendre aux uns aux autres que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde de saints. C'est une jungle où les plus forts décapitent les faibles. Broient les faibles. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes bloqués pratiquement à 3000 internautes depuis pratiquement 2 ans. Et il faut le dire. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas du tout. Surprenant. Vous allez voir, des jungles, et nous publions tout le temps. Nous publions tout le temps. Allez lire les articles que je publie. Je parle des articles de géopolitique, de géostratégie, des choses pertinentes. Mais tout à côté, le jour où on dira que un artiste veut faire un live, on a 15 000 vues. On vient vous dire que il y a telle influenceuse qui veut parler de ces signes. On a 100 000 vues, mais bon sang, ça nous rapporte quoi? Les algorithmes favorisent l'idiotie. Oui, sur le ludique, sur le didactique. Le ludique sur le didactique. Pendant qu'on nous tire vers le bas, parce qu'il faut qu'on vous maintienne dans le sous-développement mental. Captif, exactement. Il faut absolument qu'on vous pousse tout le temps dans la distraction. Et les messages pertinents qui vont dans le sens de l'éveil du continent africain sont censurés. Malheureusement, et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, M. Romaric Tenda. C'est de bonne guerre. Notre sous-développement les arrange. C'est la raison pour laquelle ce genre d'émission ne passerait pas facilement sur toutes les chaînes. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un très gros risque que je prends. Tout à fait. Venir expliquer ce qu'on appelle la raffinerie synthétique, le raffinage synthétique, c'est un gros secret de négociant. Je m'en plains jour. Et je m'expose, je le dis et je le redirai toujours, la mission est au-dessus de la personne. Tout à fait. Vous le faites parce que vous êtes amoureux du continent africain. Vous le faites parce que vous souhaitez voir le continent se développer et parce que vous êtes allé voler en quelque sorte le secret de l'Occident, comme l'avait fait Mao Tse-tung avec les Chinois à l'époque, pour revenir développer ce magnifique pays aujourd'hui qu'est la Chine. Si seulement on pouvait vous laisser vous exprimer, vous mouvoir sur le continent africain, je pense qu'on aurait
30 ou 40 ans de développement en plus sur ce que nous avons aujourd'hui. Merci infiniment Ernest Tchakouté. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. À vous une fois de plus, merci. Peut-être vous avez un mot pour la fin. Tout ce que je dirais, c'est que les Africains s'intéressent aux négoces des matières premières. Intéressez-vous aux négoces des matières premières. C'est un secteur qui était longuement caché, mais aujourd'hui, nous venons mettre au plein jour. On vient mettre à votre disposition. À notre époque, lorsque j'apprenais le négoce, je n'avais pas d'aîné, je n'avais pas de mentor. J'étais mon seul, j'étais à la fois mon mentor, mon motivateur, mon coach. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, cette génération n'a pas de droit à l'erreur. Elle n'a aucune raison d'échouer. Oui. Et je le dis tout le temps, ceux qui viennent vers nous, qui viennent vers moi essentiellement se faire former, vous n'avez aucune raison de tomber parce que je suis déjà tombé pour vous. Je suis tombé des fois et des fois. Ils tomberont pourquoi? Pourtant, je suis déjà tombé. Comme l'a dit Alain Foucault, sur le continent africain, chacun devrait contribuer à l'éveil sur le continent africain. Produire le maximum de contenu possible. Dire le maximum de vérité possible parce que là où nos aînés ont échoué hier, nous ne devons pas nous aussi laisser une fausse histoire de l'Afrique aux générations futures. Et c'est votre démarche. Exactement. Si nous avons échoué, nous vous donnerons les secrets pourquoi nous avons échoué. Et si vous échouez, vous êtes pire que nous. Parce que nous n'avions pas des outils. Tout à fait. Et comme vous aimez à le dire, et je crois que c'est par là qu'on va sortir de cet entretien, le négoce est la seule activité qui permettra à l'Afrique de former le plus de milliardaires possible que toute autre activité. Je le redirai toujours et toujours, le négoce des matières premières, de toutes les formations que vous avez en Afrique, que nous avons en Afrique. Oui. Le négoce des matières premières est l'activité qui formera le plus de milliardaires en Afrique. Je vous donne une anecdote pour finir. Oui, rapidement, très rapidement. Supposez que on vient former des pilotes, on forme des chirurgiens, on forme dans tous les domaines hyper stratégiques qui puissent exister, mais on ne forme pas dans le négoce. Pourquoi? Et le négoce étant l'activité économique la plus lucrative au monde, mais pourquoi on ne vous montre pas être négociant? Pourquoi on ne veut pas nous faire comprendre les rouages? Donc, comme quoi, tout Africain qui comprendra ce message et qui ne se sent pas, ne se retrouve pas dans le message, qui n'est pas sensibilisé, qui ne se sent pas concerné, doit comprendre que soit il a un problème pour l'Afrique, ou il a une solution. D'accord, merci infiniment. C'est ici qu'on sort de ce troisième entretien. Il y a un quatrième entretien qui viendra sous le thème « Quelle est la projection d'Ernest Tchakouté sur le négoce en Afrique pour les 10 prochaines années ?» Je vous prie de ne pas manquer cette émission parce qu'elle sera un véritable régal. Ernest Tchakouté donnera les projections sur les 10 prochaines années du négoce sur le continent africain. Ce sera magnifique, ce sera exceptionnel, ne manquez pas le coach. Merci infiniment. Coach Ben, c'est également comme ça qu'on l'appelle, d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième sortie. Merci également à vous d'avoir suivi cet entretien. C'est ici qu'on met un thème à cette autre émission, tout en disant également merci à notre partenaire, le Best Western Plus, cette chaîne hôtelière qui nous permet effectivement de réaliser ces émissions depuis le Cameroun, depuis Douala. Merci à toute l'équipe de production qui a travaillé autour de cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé de la préparation jusqu'à la mise à disponibilité que vous recevez actuellement. On se donne rendez-vous bientôt avec le même invité, Ernest Tchakouté, pour une autre production d'entretien avec RT. À très vite. Bagari.